Alors, on va poursuivre avec une table ronde. On a trois intervenants qui vont venir nous rejoindre à la tribune. Rémi Perrin, vous êtes directeur R&D de Soprema. Denis Schmitt, directeur prescription de Rector. Et Laurent Gobert, chef de projet Grand Ouest de Daikin. Bonjour à tous les trois. Alors, un grand nombre de solutions nécessaires pour assurer le virage énergie-climat sont déjà présentes, en fait, sur le marché, dès aujourd'hui. Et avec vous trois, on va essayer de faire un panorama de ces deux différentes solutions. Il y en a d'autres, celles qu'on peut voir aussi sur les stands. Je vais commencer par vous, Rémi Perrin, pour la Soprema. Comment est-ce que... Jean-Christophe Vizier a essayé de nous dresser, et vous-même, comment est-ce que vous voyez ce futur dans la construction à partir des éléments techniques qui existent aujourd'hui, sur, par exemple, cette construction bas carbone? Bonjour tout le monde. Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites déjà aujourd'hui que je ne voudrais pas répéter. La présentation était effectivement extrêmement en phase avec ce que je voulais dire moi aussi. Ce qui nous concerne, nous, Soprema, c'est essentiellement les matériaux de l'enveloppe du bâtiment, pour deux fonctions principales: éviter à l'eau de rentrer dans un bâtiment et puis éviter au froid ou au chaud de rentrer ou de sortir. Et on voit qu'il y a toute une chaîne de valeur dans ces matériaux-là. Ça commence par les matières premières qu'on va utiliser. Là, on est en pleine révolution sur l'utilisation des matières premières, de matières premières de façon efficiente et aussi de façon à trouver des alternatives aux matières issues de la pétrochimie pour le moment où nous sommes beaucoup trop dépendants. Ça, c'est un premier point. Après, les matériaux, ils vont sur des chantiers, il y a des compagnons qui les posent. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce qui a été évoqué sur la main-d'œuvre dans le bâtiment pour faciliter la pose de ces matériaux auprès de compagnons qui travaillent l'été, l'hiver, qui travaillent sur des toits, qui travaillent dans des conditions pas toujours évidentes. Donc, cette simplification de la pose est vraiment importante. Et il y a deux autres points pour moi vraiment importants. Après, un matériau d'enveloppe, il a une fonction donnée. Donc il va être important que ces fonctions-là soient pérennes dans le temps. Et dans le futur, il faut qu'on additionne des fonctions dans les différents matériaux et surtout qu'on arrive à utiliser toutes les ressources gratuites qui sont à notre disposition, qui sont totalement inexploitées aujourd'hui. Et l'exemple, par exemple, le soleil, on en a beaucoup parlé. L'eau, ça devient une vraie ressource. Donc ce qu'on appelle, nous, le water management. Soprema, en 1908, faisait de l'étanchéité. L'objectif, c'était d'éviter de prendre la goutte d'eau qui tombait sur la toiture et d'aller la mettre dans un réseau. Aujourd'hui, les PLU nous interdisent quasiment de remettre de l'eau dans le réseau. Qu'est-ce qu'on va en faire? Elle a une vraie valeur. Alors, c'est peut-être pas en France qu'elle a le plus de valeur, mais on est présent dans des pays où l'eau commence à avoir une vraie valeur. Donc, on travaille sur tous ces sujets d'utilisation de l'eau. On a parlé du confort d'été. Il y a un phénomène physique de base qu'il ne faut pas oublier, c'est la chaleur latente d'évaporation de l'eau. C'est de l'énergie qui ne va pas être transmise à l'intérieur du bâtiment. Et là, on en est vraiment à l'âge de pierre. La végétalisation, c'est une des possibilités, mais il y a énormément d'autres possibilités. Et le dernier point pour terminer, c'est qu'il faut parler de la fin de vie des bâtiments. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces millions ou milliards de tonnes de matériaux qu'on est obligé de casser, de concasser ou de réutiliser. Et l'économie circulaire, le réemploi, ou le recyclage sont des sujets, pour moi, extrêmement importants. Merci. Alors, Denis Schmitt, vous êtes directeur de prescription de chez Rector. Et ce que vous proposez dans une optique énergie carbone, c'est une solution technique, le plancher dalle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien volontiers. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, chez Rector, on s'est posé la question, voilà, un peu plus de 2 ans maintenant, devant les futures réglementations et leurs exigences, notamment sur le carbone, comment on allait pouvoir y répondre avec un matériau dont je vais enfoncer une porte ouverte. Donc, vous savez qu'il n'est pas le meilleur matériau au regard du carbone. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on a été chercher un peu ce qui se passait ailleurs que chez nous. Et il y a un procédé qui est largement usité on va dire dans le monde entier et très peu dans notre pays, qui s'appelle le plancher dalle. Alors, c'est quoi un plancher dalle? C'est simplement un plancher qui reporte sur des poteaux.
tout simplement. On peut avoir un clocher au milieu et on fait reporter une dalle dessus. Donc vous imaginez qu'il y a une gestion des efforts à faire. L'avantage de ce système, c'est que c'est un système qui est économe. Donc notre réflexion, c'est, je vais utiliser notre slogan, c'est le bon béton au bon endroit. Et les bons endroits pour le béton, c'est les infrastructures, tout ce qui est fondation. Là, je pense que tout le monde va être d'accord. Et après, c'est la structure de bâtiment, le squelette. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut supprimer du béton dans le bâtiment. C'est un bétonneux qui vous le dit. Vous voyez, en mettre moins. En mettre moins. Parce que supprimer, voilà. c'est un peu... Pas le supprimer totalement, évidemment, en mettre moins. Mais surtout le mettre au bon endroit. Donc tout ça, c'est pour apporter une réponse carbone, tout en sachant qu'effectivement, nos collègues cimentiers font aussi beaucoup d'efforts. Donc quand on cumule ces deux efforts, ça va apporter une réponse forte sur le carbone. La deuxième chose dont on s'est aperçu, c'était presque un effet collatéral. On ne l'avait pas fait pour ça au départ, mais on voit que ce système, il va permettre notamment aux architectes et aux bailleurs et aux promoteurs d'atteindre ce qu'ils sont en train de rechercher, ce qu'on appelle la modularité des logements. C'est-à-dire avoir le moins de contraintes possible dans la structure pour que le logement soit le plus libéré dans sa distribution et dans l'usage architectural qu'on pourra faire des modellatures de façade. Voilà pourquoi on pousse ce mode constructif plancher dalle sur le marché français. Alors, vous n'avez pas parlé d'argent, mais on a parlé un peu d'argent cet après-midi. Donc, on y va ? Soyons pas vénal, mais allons-y quand même. Alors, on est en train de... Voilà, il y a 2 ans, on a lancé avec un bailleur parisien, Valoffice, pour ne pas le nommer, une expérimentation, on va dire, théorique. On a pris un bâtiment qu'ils avaient dessiné avec un architecte qui s'appelle François Pellegrin, en briques, en structure traditionnelle, c'est-à-dire avec les murs porteurs, des refends, enfin, tel qu'on conçoit les bâtiments aujourd'hui. Et on s'est dit, tiens, si on le faisait en plancher dalle, ça donnerait quoi ? Donc on a fait toute l'étude, on s'est aperçu qu'on faisait des économies de carbone, évidemment, notamment dans les murs. On ne s'était pas trop penché sur l'énergie, mais on restait, le bâtiment était E2 au vu de la nouvelle réglementation, de ce qu'on en connaissait à l'époque, il est toujours E2. Et surtout, on a vu finalement qu'on arrivait, par le jeu des gains de temps, puisqu'on a ce qu'on ajoute au système, parce que ce système, on y ajoute de la préfabrication et de la rapidité, et par le jeu des gains de temps, en fait, on arrivait à une solution équivalente en termes d'approche économique, si tant est qu'on regarde le bâtiment dans son ensemble. Depuis cette époque, au début de l'année, avec le bailleur, on s'est dit, mais si on construisait ce bâtiment ? Donc, dans l'équipe de réflexion est venue une entreprise générale, Paris Ouest Construction, pour ne pas la nommer. Et cette entreprise, elle a donc vraiment fait le chiffrage du projet. Et sur ce projet, donc, qui est un projet de 40 logements en 2 bâtiments, on arrive juste sur la partie gros œuvre, pour le moment, à avoir des gains aux alentours de 2 mois. Et quand l'entreprise transforme ses gains en économie de location de grues, de conducteurs de travaux, de tout la périphérie de ce qu'il faut sur un chantier, on arrive à des économies de 100 000 euros en fait en réel. Le 4-5%. Ça fait en gros 5 petits. Il y a 1,4 million de grosses œuvres sur cette opération, vous voyez, 100 000 euros. Alors c'est peu, mais c'est en même temps beaucoup. Parce que si on est en train du coup de regarder d'autres solutions préfabriquées pour continuer à gagner du temps. Et en économie carbone, vous l'avez dit rapidement. Alors en économie carbone, on a regardé, on a fait un comparatif à l'époque avec l'Archi. On gagnait 50% sur le carbone du mur par rapport à un mur en voile de 18. Si ces 50%, vous le ramenez à la consommation générale du bâtiment, sachant que le gros œuvre fait 40% en gros du poids carbone du bâtiment, vous avez une économie de 3-4% du carbone sur l'empreinte générale carbone du bâtiment. Merci beaucoup. Vous allez donner votre micro à Laurent Gobert. Votre société Daikin développe ses activités sur le marché du génie climatique et est spécialisée dans les systèmes de refroidissement. L'Aéro 2020, on en a beaucoup parlé tout cet après-midi. Comment est-ce que vous vous y préparez ? Alors, premier point, je me permets, génie climatique, c'est le chauffage, la climatisation, la ventilation, le traitement de l'air de façon générale. C'est vrai qu'on a coutume d'avoir l'image, et j'en suis plutôt fier, de Daikin, des pompes à chaleur associées à la climatisation. Qui dit climatisation dit aussi chauffage, un système thermodynamique, c'est le transfert d'énergie du chaud et du froid. Pour reprendre votre question, comment on l'associe ? Alors oui, justement, l'Aéro 2020. L'Aéro 2020, alors, on la trouve très très ambitieuse, parfois trop, mais bon, elle ne l'est jamais trop. On avait finalement les mêmes réticences quand il y a eu les RT 2012. On était fiers de faire du BBC.
Là, après tout, on a les mêmes difficultés avec le plus et moins qui appréhendent la RE 2020. De toute façon, ça va vers l'avant. Notre difficulté, elle est plus à la fois que ça fasse écho au travers de nos solutions en termes de performance thermique, j'entends de façon globale, la climatisation comme le chauffage, mais également en termes d'impact CO2. On pense forcément aux fluides frigorigènes. C'est quelque chose qui n'est pas du tout tabou, d'autant chez Daikin, puisque nous sommes fabricants de fluides frigorigènes. Ça évolue année après année. Alors, il ne faut pas que ça évolue plus vite que le cycle de vie d'une machine, sinon elle n'est pas pérenne dans le temps. Mais nous sommes véritablement confiants par rapport à ça. On entend parler, sans parler de termes techniques de fluide, de toute façon de moins en moins impactant. Alors, l'impact zéro n'existe pas, hein, puisque le maître étalon étant le CO2 qui lui-même est impactant, de toute façon. Mais l'idée est de pouvoir, on l'a entendu toute la journée, compenser finalement ces émissions. Et la première de nos démarches, qui existe déjà d'ailleurs sur nos produits, pour parler des réfrigérants finalement, c'est d'utiliser des réfrigérants mieux que recyclés, ce qu'on appelle régénérés. Plutôt que de chercher des fluides neufs à faible impact, pourquoi ne pas réutiliser le recyclage, qui est beaucoup plus vertueux, des fluides certes existants, certes avec un impact un peu plus important. Ça, c'est quelque chose que vous avez enclenché ou que... C'est déjà en place pour des systèmes à détente directe de façon majoritaire sur les produits aujourd'hui. Donc, on récupère l'ancien fluide, c'est aujourd'hui une obligation réglementaire de toute façon, et on le reconditionne pour qu'il soit caractérisé comme du neuf. Il est d'ailleurs mélangé dans les bouteilles avec du fluide neuf. Donc là, c'est la première démarche qui permet de valoriser ce système, même si, je suis obligé de le rappeler, un système thermodynamique se doit d'être étanche. Hein. J'entends parfois parler de 3% de fuite en moyenne par an. Un système qui fuit n'est pas acceptable. Il ne faut pas l'accepter en termes de maintenance. Alors, vous avez répondu à la question des fluides, où certains dans la salle certainement l'avaient en tête. Et il y a une autre question qui fâche, c'est que dans une perspective bas carbone, on est tous ou nombreux dans la salle à se dire il faut qu'on puisse échapper à la climatisation. C'est vital dans la perspective qui nous... C'est pas du tout tabou. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de ça avec vous? Comment on fait pour échapper à la climatisation et comment vous pouvez nous aider à ça? Alors, je vais peut-être échapper à votre question en parlant de confort tout simplement thermique. J'appréhende la climatisation comme un confort thermique. Une fois de plus, pour moi, la climatisation, c'est le chaud et le froid. On veut du confort en été, on veut du confort en hiver. Ce qu'il faut, c'est réduire du confort à l'année uniquement. Si on peut se passer de la climatisation dans un bâtiment, c'est formidable. Je représente Daikin, mais je l'assume, c'est complètement formidable. On voit depuis 10 ans, les puissances sont divisées par 2, et c'est une très bonne chose. Maintenant, après... se passer de climatisation, c'est bien. Si on fait du chauffage avec une pompe à chaleur, bizarrement, quand on parle de pompe à chaleur en chauffage, on trouve ça vertueux. Et quand on parle de climatisation en été, on trouve ça plutôt impactant, péjoratif. C'est la même machine. Donc si je fais du chaud, pourquoi pas même de l'eau chaude sanitaire, plutôt que d'aller envoyer, j'allais dire le froid n'existe pas, hein, c'est de l'absence de chaleur, j'allais dire vers les petits oiseaux à l'extérieur, pourquoi pas climatiser, faire du transfert d'énergie. C'est ce vers quoi on va vers les bâtiments urbains qui ont une multitude d'applications. Si je dois faire de l'eau chaude sanitaire, c'est du chauffage toute l'année, ça permet de bénéficier de climatisation gratuite. Et tout à l'heure, on a parlé de smart building. Comment vous vous insérez dans ce mouvement? Ce qui est également en place, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des systèmes, je parle de la petite pompe à chaleur pour un particulier ou pour du bâtiment comme ici, de façon native chez Daikin, sont embarqués de télésurveillance. Donc ça veut dire qu'on a la capacité à distance de pouvoir suivre les performances d'une machine, donc s'engager à 5 ans, à 3 ans, à 10 ans sur un COP qui est peut-être donné sur les catalogues sur un produit neuf, mais qu'en est-il dans 5 ans? Mais de la même façon, je reviens sur les fluides frigorigènes, puisqu'on les télépilote, on est capable de savoir à distance s'il y a une fuite et de ne pas attendre la fuite complète de l'installation pour intervenir. Donc la technologie permet aujourd'hui d'à distance, attention, nous ne sommes pas mainteneurs, mais d'assister justement les mainteneurs à être proactifs sur les systèmes et pas que dépanner. On va rester sur ce sujet-là avec vous, Rémi Perrin. On peut imaginer aussi une enveloppe intelligente qui puisse aider tous ceux qui vont vers le smart building? On l'espère et on y travaille. La 5e façade, effectivement, elle a une chance énorme, comme les autres façades, c'est d'être en contact avec l'extérieur. Et les contraintes ou les exigences de l'été et de l'hiver ne sont pas les mêmes.
Donc aujourd'hui, travailler à l'intelligence de ces enveloppes pour avoir des systèmes actifs ou avec des fonctionnalités différentes entre l'été et l'hiver sont des choses sur lesquelles on travaille énormément parce que ça a été dit à de nombreuses reprises. Je pense que sur du neuf, le confort d'hiver, c'est plus un sujet. Par contre, le confort d'été, ça va devenir un vrai sujet. Et effectivement, malgré une prise de conscience environnementale et aussi une grosse communication dans le grand public qui commence à arriver sur le fait que quand on climatise un bâtiment, on réchauffe l'extérieur, je pense que cette année, pendant les vagues de chaleur, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont dit « je vais mal dormir la nuit » plutôt que d'acheter une climatisation. Donc le confort individuel prend le pas de façon globale sur le contexte environnemental global. Donc travailler sur des enveloppes et des systèmes passifs intelligents qui facilitent ce travail et qui permettent d'atténuer le recours à des systèmes dont on aura forcément besoin. Là, regardez les différentes prévisions à moyen terme et l'évolution des vagues de chaleur dans les villes. Malheureusement, ce qu'on a vécu cet été n'est pas exceptionnel et ça va se reproduire. Donc l'adaptation passe aussi par l'enveloppe. Merci beaucoup. Si vous voulez bien applaudir nos trois intervenants.